Au XIXe siècle, la découverte du Moyen-Orient lance la mode de l'orientalisme. Un courant artistique qui va entretenir le mythe de la femme orientale, forcément lascive et offerte. À une époque où la représentation de la nudité demande à être justifiée, le fantasme du harem, peuplé d'odalisques alanguis, sera le prétexte permanent à l'érotisation du corps féminin. Un fantasme qui aura la vie longue. Dans les années 50, on pouvait encore trouver des cartes postales vantant les prostituées de Casablanca ou de Bou Saada. Dès 1830, l'accès à ce supposé paradis sexuel va être résolu par l'application méthodique du réglementarisme. L'Algérie va devenir un véritable laboratoire dans lequel on va pouvoir tester les mesures phares du système, tout en y ajoutant une création de toutes pièces. Le quartier réservé, c'est-à-dire exclusivement dédié à la prostitution. Le quartier réservé, c'est la frontière raciale du monde de la prostitution. Les maisons de tolérance pour les européennes, les quartiers réservés pour les indigènes. Et donc ces quartiers réservés font devenir de véritables usines à vices, comme on les appelle à l'époque, c'est-à-dire des villes, des quartiers clôturés de murailles avec un poste militaire ou policier pour en garder l'entrée, dans lequel sont réunis, nous dit-on, l'ensemble de la prostitution officielle d'une ville. Le but de ce quartier réservé, c'est d'éviter au maximum que les filles sortent du quartier, parce qu'on craint beaucoup la contamination avec la société dite saine. À Casablanca, le quartier Bousbir, créé dans les années 20, comptera jusqu'à 900 prostituées. Un véritable marché du sexe, où les filles isolées y côtoient les filles de maisons d'abattage, qui travaillent à la chaîne 12 à 14 heures par jour. Tous les 15 jours, les filles doivent aller se rendre chez un médecin qui est normalement un médecin assermenté, donc qui dépend de la municipalité ou de l'État, en fonction, encore une fois, des règlements et des situations. Et elles sont censées faire la preuve qu'elles sont saines. Cette visite gynécologique, qui est considérée par beaucoup d'entre elles comme un viol, et tout particulièrement d'ailleurs dans le contexte maghrébin, où ce sont des femmes musulmanes qui sont auscultées par des médecins blancs, non musulmans, donc ça ajoute évidemment un surcroît de traumatisme. Donc les filles, on les ausculte, on constate une maladie, éventuellement on les soigne, parfois on les guérit et on les réinjecte dans le marché prostitutionnel réglementé. Et elles rencontrent immédiatement des clients qui, eux, ne sont absolument pas sains, puisque absolument pas suivis médicalement, et qui les recontaminent quasiment immédiatement. Le but du système réglementariste n'est pas de produire une prostitution qui soit saine. Le but du système réglementariste, c'est de permettre à une catégorie de femmes d'être sacrifiées à l'ordre politique, social, tel qu'il a été organisé. Donc, et
De surcroît, comme nous sommes dans un système capitaliste, de rendre la sexualité, qui comme vous le savez fait gagner beaucoup d'argent, rentable. Vendues le plus souvent par un intermédiaire, les prostituées sont tenues de rembourser leurs dettes à des taux exorbitants et de tout payer sur place, de la simple serviette à la visite médicale obligatoire. À partir du moment où on est absolument esclave des agents qui vous contrôlent, qu'on n'a rien en propre, comment est-ce qu'on peut s'émanciper de ce système? Même pour fuir, il faut un peu d'argent. Quand on n'en a absolument pas, le système devient extrêmement coercitif. Si on ajoute à ça la violence psychologique qui est très importante, les filles sont souvent à vie dans les maisons. Il faut quand même trouver une caution morale à tout ça. La caution morale, c'est l'hygiénisme d'un côté et c'est le redressement des filles. C'est les sortir de la prostitution, souvent d'ailleurs en les faisant passer d'une prison à une autre, puisqu'elles passent du système réglementariste de la maison close à des institutions de redressement qui sont en fait des couvents, ou quasi. Donc c'est intéressant de voir qu'on passe de la pute à la sainte, et que c'est seulement en étant une sainte qu'on peut racheter sa carrière de pute. Du Maghreb à l'Indochine, de Madagascar à l'Afrique noire, le réglementarisme va s'étendre à l'ensemble des colonies françaises. Ce système implacable restera aux yeux de la plupart des soldats comme un excellent moyen de s'adonner au grand jour à des pratiques et des comportements inenvisageables dans les rues de Paris. La colonisation et les guerres coloniales ont été vraiment des fabriques d'une nouvelle virilité. Or, cette virilité, elle s'exprime de deux manières, en tout cas de deux manières extrêmement visibles. C'est bien sûr la guerre, d'un côté, une guerre qui concerne en général les hommes, et c'est la question de la sexualité. Parce que quand on a fait la guerre et qu'on a vaincu, quelle est la meilleure manière de prouver au vaincu qu'il est vaincu? C'est en s'appropriant ses femmes. En ce début de XXe siècle, la prostitution reste un sujet parfaitement secondaire, auquel même les députés prêtent peu attention. Sous la Troisième République, aucune loi ne sera jamais votée sur le sujet. Gambetta, quand même, qu'on peut considérer comme le fondateur de la Troisième République, quand il en a été question à la Chambre, a dit ça, c'est une affaire de voirie. C'est extrêmement important, c'est une affaire de voirie. Et j'avais regardé le journal officiel en ce qui concerne les propositions du sénateur Béranger, et j'ai vu hilarité sur les bancs. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les hommes, puisque ce sont des hommes, hein, ces membres du Sénat et de la Chambre des députés, ces hommes rient. Il faut dire qu'avant 1914, ces hommes étaient déjà des clients assidus des maisons closes. Et l'arrivée des années folles ne changera rien à l'affaire, bien au contraire.